Voici l'histoire tragique de la course de yachts Sydney-Hobart 1998 qui causa 6 morts, 5 naufrages et le sauvetage de 55 marins. La course de yachts Sydney-Hobart, organisée chaque année par le Cruising Yacht Club d'Australie, débute à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, le lendemain de Noël. Elle poursuit vers le sud par la mer de Tasman, passe au large du détroit de Bass, entre dans la baie Storm et remonte la rivière Derwent. Elle se termine à Hobart, en Tasmanie. La course couvre une distance d'environ 630 milles nautiques. Elle est largement considérée comme l'une des courses de yachts les plus difficiles au monde. En décembre 1998, Gary Shipper, un policier de Victoria, passe le jour de Noël avec sa femme Liane et ses 2 fils, Clinton et Justin. Ils ouvrent des cadeaux sous le sapin de Noël et déjeunent avec sa famille. Le lendemain, les célébrations sont terminées. Les garçons disent au revoir à leur père et lui souhaitent bonne chance. Ils sont trop jeunes pour comprendre pleinement où leur père va ou les dangers qu'ils pourraient affronter. Mais ils ressentent l'atmosphère pesante chez leurs parents et dans leur famille. Maintenant, Gary doit mettre ses célébrations de côté et se concentrer sur la course. Une foule de marins se rassemble pour le dernier briefing au Cruising Yacht Club d'Australie à Sydney. Les marins sont avertis qu'une dépression se forme au large de la côte Est. À 13h, dans le port de Sydney, le coup de feu du départ retentit et 115 yachts mettent les voiles vers l'Est, quittant le port de Sydney en direction de la mer de Tasman. J'ai pris le voilier de mon fils pour vous expliquer le fonctionnement des allures à la voile. Le vent vient de l'ouest-sud-ouest et gonfle leurs voiles par le quart arrière-tribord. Il pousse les yachts vers l'avant, depuis l'arrière et légèrement sur leur droite. Ils laissent enfiler leurs voiles pour prendre le vent. Quand le vent est portant ou vient de derrière, c'est une allure assez confortable. Une allure, c'est la direction du yacht par rapport à la direction du vent. La raison pour laquelle un vent arrière est confortable, c'est parce que le yacht reste à plat, au niveau de l'eau. Et comme le yacht va dans la même direction que le vent, on ne sent pas ni n'entend le vent souffler en plein visage. En 1998, Larry Ellison est le directeur technique et l'actionnaire majoritaire d'Oracle. Il a acheté son premier yacht à l'âge de 25 ans et depuis, il a participé à presque toutes les grandes courses de voile à travers le monde. Dans les années 90, Ellison a remporté 5 championnats du monde maxi sur son yacht de 78 pieds, Sayonara. Maintenant, Ellison navigue sur le Sayonara depuis Sydney et vire à tribord pour descendre la côte vers le sud à travers la mer de Tasman en direction du détroit de Bass. Lorsqu'il vire vers le sud, l'allure du bateau change. Le vent vient presque directement de l'ouest. Il frappe le yacht par le travers, ce qui signifie qu'il arrive presque directement du côté du yacht, ni de l'avant ni de l'arrière. Ellison tend la voile pour qu'elle soit à environ 45 degrés par rapport à la direction dans laquelle le bateau navigue. Même si le vent vient du côté, c'est en fait l'allure la plus rapide pour naviguer. Lorsque le vent passe au-dessus de la voile, il crée une basse pression devant la voile et tire la voile pour lui donner la forme d'une aile d'avion. La basse pression devant la voile crée un vide et tire la voile vers l'avant, selon le même angle de 45 degrés par rapport au bateau. Le bateau commence à gîter légèrement, ce qui signifie qu'il n'est plus à plat sur l'eau. Il est incliné par rapport à l'eau parce que le vent essaie de faire basculer la voile. Maintenant, la quille sous l'eau sert de contrepoids et canalise aussi l'eau comme un gouvernail. La basse pression devant la voile tire la voile vers l'avant et cette force est contrebalancée par la quille, ce qui donne un mouvement vers l'avant. Alors que le vent se renforce et que le ciel s'assombrit lentement, Sayonara dépasse les 21 nœuds, ce qui équivaut à presque 25 miles à l'heure. La plupart des yachts de plaisance naviguent en moyenne à environ 5 nœuds. La basse pression de la tempête se forme. C'est la tempête pour laquelle ils se sont préparés. À 1h du matin, en entrant dans la matinée du 27, le navigateur d'Ellison trace leur position et informe Ellison qu'après 12 heures de course, ils vont plus de 2 fois plus vite que le détenteur du record de la course. Ellison répond « Nous ne sommes pas censés aller aussi vite ». Il se demande si les plus petits yachts supporteront de tels vents. Les règles de la course l'empêchent de dire au reste de la flotte à quel point les vents sont forts, aussi loin au sud. Partager des informations météorologiques pourrait donner un avantage au reste de la flotte ou, à l'inverse, un yacht pourrait donner de fausses informations afin de s'avantager lui-même.
Les yachts ne peuvent donc pas partager d'informations sur la météo ou l'état de la mer. En général, les dépressions ou les fronts froids traversent le sud de l'Australie et se dissipent ou avancent rapidement. Les marins rencontrent souvent ces systèmes météorologiques et, même s'ils peuvent être inconfortables, ils fournissent aussi le vent nécessaire pour une course passionnante. Le briefing a annoncé du mauvais temps. Les équipages entrant dans le détroit de Bass s'attendent donc à une traversée agitée. Un autre yacht entrant dans le détroit de Bass est Sword of Orion. À la barre se trouve le navigateur olympique britannique Glyn Charles. Charles a déjà participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et se prépare à entrer aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 avec un yacht de 6,9 mètres pour 2 personnes. Il sent la dépression accélérer. Les yachts savent qu'une dépression se forme, mais le bureau météorologique ne fournit pas d'informations précises sur l'état de la mer. Ellison et Charles savent qu'ils doivent s'attendre à du mauvais temps, mais le bureau météorologique ne précise pas la vitesse du vent ni la hauteur des vagues attendues. En naviguant vers le sud sur la mer de Tasman, la Terre les protège du vent en servant de barrière qui le ralentit avant de les atteindre. Ce qu'Ellison et Charles ne savent pas, c'est qu'ils naviguent droit vers une dépression de la côte Est. Contrairement aux perturbations froides fréquentes auxquelles la plupart des marins sont confrontés lors de la course Sydney-Hobart chaque année, cette dépression de la côte s'est formée d'une manière complètement différente. Une grande bulle d'air polaire froid pousse lentement vers le nord. Lorsqu'elle atteint le sud de l'Australie, la masse terrestre plus chaude repousse, forçant l'air froid à monter dans les couches supérieures de l'atmosphère. Une grande masse d'air froid se détache et dérive lentement au-dessus de l'Australie, créant une cellule dépressionnaire extrême qui ne se dissipe pas et ne passe pas rapidement. À cela s'ajoute un système de haute pression d'air chaud qui est descendu du nord depuis l'équateur, précédant le système de basse pression. Le temps dans le détroit de Bass est une combinaison d'une dépression extrême se déplaçant lentement opposée à une haute pression extrême, et cela ne se dissipe pas rapidement, ce qui laisse plus de temps à la mer pour grossir. Lorsque j'enquête sur des catastrophes maritimes et que je reconstitue les derniers instants d'un navire, les bonnes images sont essentielles. C'est pourquoi Storyblocks est devenu une partie essentielle de mon processus de travail. C'est la boîte à outils créative tout en un sur laquelle je compte, réunissant plus de 7 millions de ressources de stock de haute qualité en un seul endroit. Si j'ai besoin de recréer exactement la tension d'une tempête déchaînée, je peux instantanément trouver des séquences de vagues puissantes et les associer au son du vent hurlant pour construire le récit. Et s'il manque quelque chose, j'utilise leurs outils d'IA intégrés. Avec le montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off IA propulsée par Eleven Labs, je peux créer une narration qui correspond à l'histoire. Parce qu'il est conçu pour la rapidité et la simplicité, j'accède à toute la bibliothèque directement dans After Effects et Premiere Pro grâce au plugin Storyblocks. Je gagne des heures chaque semaine, ce qui me permet de me concentrer sur la recherche plutôt que de chercher sur plusieurs plateformes. Storyblocks me donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, je peux télécharger un nombre illimité de contenus. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'espère que tout se passera bien. Un courant de surface allant d'ouest en et le long de la côte sud de l'Australie accompagne le vent et les vagues qui se déplacent en direction nord-est. Les rafales de vent autour du promontoire de Wilson atteignent des vitesses de 90 nœuds, avec des vagues estimées à 30 mètres de haut. La flotte de 115 yachts commence à se répartir en 3 grands groupes. Les leaders commencent à entrer dans le détroit de Bass aux premières heures du 27. Le vent qui souffle à travers le détroit n'est interrompu par aucune masse terrestre. Alors que les premiers entrent dans le détroit, ils quittent la protection des terres et le vent passe de 30 à 40 puis à 60 nœuds en quelques minutes. Les vagues et le vent frappent les yachts de côté, les faisant rouler sur les vagues tandis que le vent les couche. Le vent et les vagues dans le détroit de Bass viennent tous deux de la même direction. Les yachts sont déjà en train de gîter au travers. Maintenant, ils roulent aussi dangereusement sur le flanc des vagues. Le yacht Sword of Orion est dans le détroit de Bass avec Glyn Charles à la barre. Les vents atteignent 80 à 90 nœuds. Le yacht a déjà été couché plus d'une fois. Glyn sait qu'il faut prévenir le reste de la flotte.
Passer un appel radio signifie qu'ils seront disqualifiés s'ils s'en sortent vivants. Sa petite amie Annie est aussi navigatrice. Est-ce qu'elle passerait l'appel ? Glynn pense à sa mère et à sa sœur en Angleterre. Un marin doit savoir qu'il peut faire face à tout ce que l'océan lui réserve. S'ils passent un appel radio, ils admettent leur défaite. Pour passer cet appel et prévenir le reste de la flotte, au mieux vous faites face à la honte d'abandonner. Et au pire, vous devez accepter votre propre mortalité. Et il faut traverser tout cela en sachant que vous avez déjà abandonné. Le policier Gary Shipper est membre d'équipage sur le voilier de 12 mètres et demi Challenge Again, qui navigue dans le détroit de Bass. Challenge Again lutte contre les vents violents et les vagues énormes qui déferlent sur le pont. À 1h du matin, Shipper travaille sur le pont. Il n'a aucun équipement de sécurité. Il n'a pas de gilet de flottabilité. Il n'est pas attaché au pont avec un harnais et une longe, et il n'a pas de balise radio de détresse indiquant sa position. Au milieu de la nuit, l'énorme houle et le vent implacable poussent le bateau Challenge Again au-delà de 90 degrés. Le pont sur lequel Shipper était assis n'est plus sous lui. Il tombe du côté surélevé du yacht dans la mer Noire. Shipper entend quelqu'un crier « Hop, Asher !» « Homme à la mer !» La voix disparaît derrière le rugissement des vagues dans le vent. Alors qu'il lutte pour garder la tête hors de l'eau, il se demande comment le bateau va le retrouver et le récupérer. Les vagues des vrangs sont comme des falaises. Le bateau disparaît dans le creux entre les vagues et réapparaît alors que les vagues le submergent. Sans dispositif de positionnement électronique, Shipper se retrouve abandonné en pleine mer agitée. Puis il se souvient qu'il a une lampe torche étanche. C'est tout ce qu'il a pour signaler sa position à l'équipage dans l'obscurité totale et la mer déchaînée. Il reste dans l'eau pendant presque une demi-heure. L'équipage à bord effectue un sauvetage exemplaire. Ils font demi-tour en bateau et arrivent presque sur lui. Ils tournent de nouveau le bateau pour que la mer le ramène au bateau. Le vent atteint 90 nœuds avec des vagues de plus de 30 mètres. Don Buckley est sous le pont à bord du yacht B-52. Le bateau a été couché au-delà de 90 degrés plus d'une fois, avec la voile complètement immergée. Le bateau grimpe une vague en rugissant tandis que le barreur crie « Attention !» Le B-52 tombe du sommet de la vague et s'écrase dans l'eau, retourné. Le vent hurlant et la pluie cèdent au fracas du bateau s'écrasant dans l'eau, tel un accident de voiture. Le bateau refait surface, mais il est rempli d'eau et l'équipement est éparpillé dans la cabine sur le pont. Une plaque de cuisson frappe une membre d'équipage à la tête et elle se retrouve piégée sous l'eau. La tête d'un autre homme est coincée dans la roue du gouvernail. Don se détache de son harnais de sécurité et passe par-dessus bord, se retrouvant à 40 mètres du bateau. Heureusement, il rejoint le bateau à la nage et remonte à bord. À bord du Sword of Orion, l'équipage lutte pour sa survie. Il décide d'enfreindre les règles de la course et de signaler les conditions météorologiques au reste de la flotte. Ils savent que la course est terminée. Jeff Hill aborde l'antipode Sydney et le reste de la flotte n'ont pas encore pénétré dans le détroit de Bass, mais font déjà face à des conditions extrêmes. Jeff entend l'appel radio. À 17h, le 27 décembre, les autorités australiennes lancent un Mayday général. Jeff poursuit sa route vers le sud. Son équipage et lui ont consacré beaucoup de temps et d'argent à cette course. Il sait que pour certains d'entre eux, c'est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. S'ils abandonnent, ils devront rentrer chez eux en se demandant s'ils auraient pu réussir. S'ils poursuivent dans le détroit de Bass, ils doutent de leur retour en vie. Il ne pourrait jamais affronter les épouses et les enfants de son équipage si quelque chose leur arrivait. Il décide d'abandonner la course et trace une route vers le port sûr le plus proche à Eden. 39 autres yachts le suivent. Ils savent que le risque d'y laisser leur vie l'emporte largement sur la fierté insensée de se mettre en danger, encore plus qu'ils ne le sont déjà. Mais Glynn Charles, Larry Ellison et Gary Shipper luttent toujours pour leur vie dans le détroit de Bass. Le yacht Winston Churchill est couché sur le flanc en tombant d'une vague. Les 9 membres d'équipage se précipitent pour préparer le radeau de survie alors que le yacht prend l'eau. Abandonner un yacht par un temps aussi mauvais signifie quitter un pont solide pour monter dans un radeau gonflable, avec rien d'autre qu'une fine feuille de plastique entre vous et l'eau. Grimpant dans le radeau de survie, ils se demandent s'ils reverront un jour leur famille.
L'aventure de 630 milles nautiques s'est transformée en une lutte pour la survie, et la situation ne fait qu'empirer. Les bénévoles de la patrouille côtière à Aden œuvrent sans relâche pour coordonner les sauvetages par radio. 35 avions militaires et civils, ainsi que 27 navires de la Marine royale australienne se joignent au sauvetage. L'ancien olympien britannique Glyn Charles est emporté par-dessus bord du Sword of Orion et se noie. Son corps n'est jamais retrouvé. Sa mère et sa sœur ne peuvent pas l'enterrer. À bord du yacht Winston Churchill, l'équipe rejoint ses radeaux de survie. Mais l'un de ces radeaux de survie est emporté par les vagues et se déchire. Les 3 membres d'équipage se noient. Le yacht Business Post Niad perd son mât et roule dans les vagues. Le skipper fait une crise cardiaque et un autre membre d'équipage est mortellement blessé. Après être tombé par-dessus bord et avoir été secouru, Gary Shipper à bord du Challenge Again franchit la ligne d'arrivée à la 24e place. Sa femme et ses fils peuvent passer un autre Noël avec lui. La course de yacht Sydney-Hobart 98 fut la plus vaste opération de sauvetage en temps de paix en Australie, mobilisant près de 1000 secouristes. 55 marins sont évacués de leurs yachts par des navires et des hélicoptères. 115 yachts ont pris le départ. 5 coulent, 7 sont abandonnés et 59 abandonnent à Aden. Malgré tout, 44 yachts ont franchi la ligne d'arrivée. Larry Ellison sur Sayonara est le premier à franchir la ligne vers 8 h du matin le 29 décembre, mais il n'y a aucune célébration de la victoire. Le 44e et dernier yacht à arriver, Misty, franchit la ligne 2 jours plus tard à Hobart, le 31 décembre. La tragédie du Sydney-Hobart 98 a changé à jamais le visage des courses de yachts. Depuis, l'équipement s'est amélioré. Des gilets de sauvetage, harnais et balises de détresse individuelles améliorées, ainsi qu'une meilleure formation et de meilleures données météo. La coordination entre services météorologiques et organisateurs de courses s'est améliorée pour fournir des données précises sur la hauteur des vagues et la vitesse du vent. Les règles ont aussi changé. Les yachts doivent désormais signaler à la flotte tout vent supérieur à 40 nœuds. Gary Shipper a continué à naviguer et à défendre la sécurité en mer jusqu'à son décès en 2010. Le 30 décembre, seulement 4 jours après le début de la course, une cérémonie publique a eu lieu à Constitution Dock pour commémorer les 6 marins décédés. Hugo Van Kretschmar, commodore du Cruising Yacht Club d'Australie qui a organisé la course, lit une déclaration. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skeggs. Puisse le voyage éternel sur lequel vous vous êtes maintenant engagé être béni par des mers calmes et des brises douces. Puissiez-vous ne jamais devoir réduire la voilure ou changer de foc la nuit. Puisse ta couchette être toujours chaude et sèche.